Comme la locomotive d'un célèbre conte, le rover Curiosity de la NASA a courageusement parcouru le cratère Gale, sur Mars, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a des milliards d'années pour que cette planète devienne un désert rouge. Et il semblerait qu'il soit finalement tombé sur quelque chose. Alors que la vie semble aujourd'hui impossible sur Mars, il se pourrait qu'il y ait eu, à une époque très lointaine, un monde plus proche de la Terre, avec une atmosphère épaisse, de l'eau et même de la vie. Et il semble que les choses n'aient changé que récemment. Des études montrent qu'il y a seulement 3 milliards d'années, l'hémisphère nord de Mars aurait abrité un océan stable. Sur Terre, l'ère de l'Archéen battait son plein. Les volcans se déchaînaient et la vie faisait ses premiers pas. Et elle faisait peut-être aussi ses premiers pas sur Mars. Il ne s'agissait pas d'un désert glacé comme l'Antarctique. On y trouvait bien une étendue d'eau semblable à nos océans. Ce climat proche de celui de la Terre a prolongé la période d'habitabilité de Mars d'environ 500 millions d'années, par rapport à ce que l'on pensait jusqu'à présent. En d'autres termes, pendant un demi-milliard d'années, Mars était exactement comme notre planète, avec des conditions idéales pour l'apparition de la vie. Mais il s'est passé quelque chose qui a changé les choses pour toujours. L'atmosphère s'est raréfiée. Mars a perdu ses océans et est devenu l'endroit froid et désolé que nous connaissons aujourd'hui. Le mystère est resté entier pendant un long moment. Mais voilà que Curiosity est tombé sur quelque chose d'intéressant dans le cratère Gale. Un vaste bassin à la surface de Mars où, il y a des milliards d'années, l'eau s'écoulait librement. Il y a trouvé des carbonates qui pourraient bien nous renseigner sur l'ancien climat de la planète rouge. Il s'agit de minéraux qui se forment lorsque le dioxyde de carbone, ou CO2, se dissout dans l'eau. Cela signifie que, pour les créer, vous avez besoin de deux choses, une atmosphère épaisse et de l'eau liquide. Sur Terre, le CO2 est très important parce qu'il aide à piéger la chaleur du Soleil dans notre atmosphère. Cela permet à notre planète de rester suffisamment chaude pour que la vie s'y développe. Les plantes consomment ce CO2 lors de la photosynthèse et créent l'oxygène dont les humains et les animaux ont besoin pour respirer. Sur Mars, la présence de CO2 nous indique qu'il y avait bien là un système climatique fonctionnel. Lorsque le CO2 commence à se dissoudre dans l'eau, il réagit avec certains minéraux du sol, comme le calcium ou le magnésium, et crée des carbonates. C'est un peu comme la formation des coquillages dans les océans, ici sur Terre. Mais là, ce sont des roches qui se forment. Et cette découverte est énorme. Ces carbonates sont en quelque sorte les fossiles de l'ancien climat de la planète. Ils contiennent des informations sur les conditions qui régnaient sur Mars il y a très longtemps. En les étudiant, les scientifiques peuvent en savoir plus sur le passé de la planète et remonter jusqu'à l'époque où il y avait de l'eau. Ils peuvent nous renseigner sur l'évolution de l'atmosphère martienne, nous montrer si l'atmosphère était chaude ou froide, s'il y avait beaucoup d'eau et ce qu'il est advenu de la planète en général. Heureusement, Curiosity peut étudier tout cela sur place. Il est équipé d'un instrument permettant l'analyse des échantillons et d'un spectromètre à laser accordable. Ils permettent aux scientifiques de mener l'enquête. Le premier est un mini-laboratoire sur roue. Il est capable de chauffer des échantillons de roches martiennes à des températures extrêmes. Ces deux fours peuvent chauffer jusqu'à près de 1000 degrés Celsius. Cette chaleur intense provoque la libération des gaz emprisonnés dans les roches, qui sont comme les anciennes empreintes digitales de l'atmosphère de Mars. Une fois ces gaz libérés, le spectromètre les analyse en détail, les réduisant à leurs plus infimes composantes. Ce que les scientifiques ont découvert a bouleversé nos hypothèses sur l'habitabilité de Mars. Il s'avère que non seulement il y a eu de l'eau sur cette planète, mais aussi que quelque chose a conduit à son assèchement et à son refroidissement progressif. En d'autres termes, l'eau de Mars n'a pas simplement disparu, elle s'est évaporée rapidement dans des conditions extrêmes. Que s'est-il donc passé ? Les astronomes ont avancé deux explications possibles. Selon la première, Mars aurait traversé des périodes tantôt humides, tantôt sèches. L'eau ne se maintenait pas très longtemps. Elle apparaissait par à-coups, avec des périodes où la planète s'asséchait, puis redevenait humide. La deuxième possibilité est plus intense. L'eau qui se trouvait là était incroyablement salée et froide. Au lieu d'être liquide, elle était donc principalement gelée. La planète aurait alors été beaucoup trop hostile pour la vie telle que nous la connaissons, avec des conditions trop extrêmes pour que quoi que ce soit puisse y survivre. Ces deux possibilités signifient malheureusement que Mars n'a jamais été un lieu agréable et plein de vie, comme certains l'espéraient. En tout cas, pas à la surface. Cela ne veut pas dire que la vie souterraine n'a pas pu exister. Cela reste une possibilité. Et pour en savoir plus, nous devons continuer à chercher des indices de la présence d'eau. En effet, après des années d'exploration,
Les scientifiques viennent de faire une découverte stupéfiante. Sous la surface rocheuse de la planète rouge se cache un réservoir d'eau liquide. De l'eau véritable, cette fois. Pas de la glace des calottes ou de la vapeur atmosphérique. Mais elle se trouve à des kilomètres sous la croûte martienne. Cette découverte provient des données recueillies par l'atterrisseur InSight de la NASA. Il a passé 4 ans à écouter les subtiles secousses de la planète. Oui, il y a des tremblements de terre sur Mars. Il a analysé plus de 1300 secousses. Grâce à lui, les scientifiques ont pu cartographier la façon dont les ondes sismiques se déplacent sur la planète. Et ils ont ainsi découvert des poches d'eau liquide enfouies entre 9,7 et 19,3 km sous la surface. Pas un lac unique, mais plusieurs bassins. Ces méthodes sont les mêmes que celles que l'on utilise sur Terre pour trouver de l'eau, du pétrole et du gaz. Ils ont ainsi pu reconstituer le système souterrain martien. En effet, une partie de l'eau de la planète s'est échappée dans l'espace lorsque Mars a perdu son épaisse atmosphère protectrice. Cependant, cette découverte nous apprend que toute l'eau n'a pas disparu, mais qu'elle s'est simplement enfoncée dans les profondeurs du sol, où elle se trouve encore aujourd'hui. Si près du but, mais encore hors de portée. C'est un grand pas en avant. L'eau est la molécule la plus importante lorsqu'il s'agit de façonner le destin d'une planète. De plus, même si nous avons dit que Mars ne grouillait pas de vie autrefois, cela n'enlève rien à la possibilité que certaines formes puissent bel et bien exister aujourd'hui. Si de l'eau liquide existe encore dans les profondeurs de la planète, des microbes pourraient-ils s'y cacher? La vie telle que nous la connaissons ne peut survivre sans eau liquide. L'idée de la vie sur Mars est donc devenue plus que jamais plausible. Mais il y a un hic. Si cette eau peut sembler être un jackpot pour les futurs projets de colonisation martienne, elle ne sera pas facile à atteindre. Dire que forer à 9,7 km de profondeur n'est pas une mince affaire est un euphémisme. Sachez qu'ici, sur Terre, le forage le plus profond que nous ayons réalisé est d'environ 12 km. C'était dans le cadre du projet Kola Super Deep Borehole. Et ce projet a poussé la technologie actuelle à ses limites. Chaleur intense, pression, panne d'équipement, tout y est passé. Sur Mars, ce serait encore plus fou. L'environnement y est beaucoup plus froid, l'atmosphère extrêmement ténue et l'infrastructure inexistante. Cela rendrait toute mission de forage extrêmement difficile. Pour atteindre les réservoirs d'eau enfouis si profondément, nous aurions besoin d'acheminer d'une manière ou d'une autre un équipement spécialisé. Cet équipement devrait être capable de supporter un froid extrême, une faible pression et une gravité différente. Et tout cela devrait bien sûr fonctionner à distance et, de préférence, ne pas se détériorer. Et l'opération nécessiterait des tonnes d'énergie. Eh oui. Il est possible que nous ne puissions y parvenir qu'à l'avenir, lorsque nous aurons des systèmes automatisés ou des astronautes sur Mars. Ce n'est pas une tâche facile, même pour les milliardaires les plus ambitieux. Pour l'instant, ce que cachent ces réservoirs reste donc un mystère. Et ce n'est pas la seule énigme. Comme nous l'avons mentionné, Mars cache l'un de ses plus grands secrets sous son pôle sud gelé. Un autre vaste lac d'eau liquide enfoui profondément. Un radar l'a révélé en scannant la calotte glaciaire de cette région qui porte un nom à coucher dehors. Il est étrange que l'eau soit restée liquide à des températures aussi basses. C'est probablement dû à la chaleur géothermique qui règne sous la surface. Et il pourrait y avoir de la vie là aussi. Ils envisagent donc de sonder d'abord ce lac, une opération beaucoup plus facile. Le travail de Curiosity est incroyable, et il continue de nous aider à éplucher les couches de l'ancien climat martien, nous livrant de nouvelles pièces du puzzle que représente l'histoire de notre voisine. Cela pourrait nous aider à éviter des erreurs similaires à l'avenir. Mars pourrait, à notre insu, perturber les abysses de nos océans. Située à 225 millions de kilomètres de la Terre, elle était autrefois jugée trop éloignée pour exercer une quelconque influence sur nous. Or, cette certitude a récemment vacillé avec la mise en évidence d'un effet papillon inattendu. Une modeste attraction gravitationnelle, à l'origine anodine, finirait par engendrer d'immenses tourbillons dans les profondeurs marines. Cette hypothèse a émergé lorsque des scientifiques se sont penchés sur l'analyse de près de 300 forages réalisés dans le plancher océanique dans les années 60. Leur objectif était d'évaluer la puissance des courants profonds en examinant les sédiments, ces dépôts de sable ou de vase qui se sont accumulés au fond des mers durant 65 millions d'années. Le fond océanique est constitué d'une superposition de strates sédimentaires. Lorsqu'elles suivent un schéma régulier, cela indique une accumulation progressive et ininterrompue des matériaux, signe que les courants marins sont restés relativement stables.
Toutefois, les chercheurs ont relevé une anomalie. À certaines époques précises, aucune trace de sédimentation ne subsistait, ce qui impliquait qu'un facteur extérieur avait rompu ce processus naturel. L'explication la plus plausible réside dans l'existence de puissants courants sous-marins. Leur intensité aurait été telle qu'ils auraient déplacé les sédiments de leur emplacement initial. Mais l'aspect le plus intrigant de cette découverte réside ailleurs. Toutes les interruptions relevées se sont produites selon un intervalle constant de 2,4 millions d'années. Au total, 27 périodes de rupture ont été mises en évidence, un phénomène qui ne saurait être attribué au simple hasard. Les chercheurs ont alors compris qu'ils ne faisaient pas face à de simples irrégularités dans le dépôt des sédiments, mais bien à un phénomène cyclique. D'après les spécialistes, la seule explication envisageable trouve son origine dans l'espace et s'inscrit dans le cadre des grands cycles astronomiques. Pour saisir ce mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les cycles de Milankovitch. Ces cycles doivent leur nom au scientifique serbe qui, il y a un siècle, a émis l'hypothèse que les variations dans la trajectoire orbitale et l'inclinaison de la Terre pouvaient influer sur son climat à long terme. Les mouvements de notre planète ne sont pas immuables et peuvent être perturbés par divers facteurs, notamment par l'influence gravitationnelle d'autres astres. En temps normal, l'orbite terrestre autour du Soleil s'apparente à un cercle quasi parfait. Toutefois, à intervalles réguliers, cette trajectoire subit l'effet de l'attraction exercée par Jupiter et Saturne, qui déforment alors l'orbite et lui confèrent une forme plus elliptique. De telles modifications influencent la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par notre planète, ce qui entraîne des bouleversements climatiques. D'après la théorie de Milankovitch, ces variations suivent des cycles bien définis, de 405 000, 100 000, 41 000 et 23 000 ans. On suppose que ces cycles seraient à l'origine de l'alternance entre périodes glaciaires et interglaciaires. Cette hypothèse, d'abord théorique, a été validée dans les années 70, lorsque des scientifiques ont découvert des preuves de ces rythmes cycliques en analysant les sédiments marins. Des analyses plus récentes ont révélé qu'au-delà des cycles de Milankovitch, d'autres changements climatiques suivèrent des cadences nettement plus étendues. Ici, il n'est plus question de dizaines de milliers d'années, mais de phénomènes qui s'étalent sur plusieurs millions d'années. C'est précisément ce qui caractérise les grands cycles astronomiques mentionnés précédemment. Jusqu'à présent, notre compréhension de ces phénomènes reposait essentiellement sur des modèles mathématiques et informatiques. Trouver des indices géologiques attestant de l'existence de ces cycles astronomiques multimillénaires et de leur influence sur la Terre relevait d'un véritable défi. Mais les choses ont changé. Les découvertes réalisées au fond des océans pourraient bien fournir la preuve tant attendue. En effet, la période de 2 400 000 ans correspond précisément aux traces d'interactions gravitationnelles entre la Terre et Mars. Lorsque ces deux planètes suivent leurs trajectoires respectives, leurs champs gravitationnels entrent en interaction selon un phénomène de résonance, exactement comme c'est le cas avec Jupiter et Saturne. Périodiquement, l'influence gravitationnelle de Mars perturbe légèrement l'orbite terrestre, rapprochant notre planète du Soleil. Ce phénomène, à l'instar des cycles de Milankovitch de plus courte durée, a des répercussions sur le climat. Il se traduit par une augmentation du rayonnement solaire reçu par la Terre, entraînant un léger réchauffement. Toutefois, les scientifiques estiment que cet apport supplémentaire d'énergie solaire reste modéré. Il ne s'agit pas d'un bouleversement tel que notre planète deviendrait une fournaise invivable. Néanmoins, même une variation minime du climat peut avoir des conséquences notables, notamment sur la circulation océanique. Une augmentation des températures favorise la multiplication des tempêtes de grande ampleur, lesquelles génèrent des tourbillons capables d'entraîner les sédiments jusqu'aux abysses océaniques. Ces phénomènes, comparables à d'immenses vortex sous-marins, jouent un rôle clé dans la dynamique des fonds marins. L'identification de ces discontinuités dans les archives sédimentaires des grands fonds constitue une avancée majeure, sans doute la plus solide confirmation à ce jour de l'existence des grands cycles astronomiques. Comme évoqué au début de la vidéo, ce processus rappelle l'effet papillon. Tous les 2 400 000 ans, l'attraction gravitationnelle de Mars modifie l'orbite terrestre, entraînant un réchauffement climatique. Ce réchauffement stimule la formation de puissants tourbillons sous-marins, qui finissent par bouleverser la dynamique des eaux profondes. Les cycles mis en évidence dans cette étude coïncident également avec certaines périodes de réchauffement climatique déjà bien documentées dans l'histoire de la Terre, notamment le fameux maximum thermique du Paléocène-Éocène. Cet épisode, survenu il y a environ 56 millions d'années, a entraîné une hausse des températures d'environ 8 degrés.
De nombreuses hypothèses ont été avancées pour en expliquer l'origine, qu'il s'agisse d'une perturbation orbitale ou du passage d'une comète. Or, cette nouvelle étude suggère que Mars pourrait aussi avoir joué un rôle dans ce phénomène. Bien que ces résultats soient particulièrement intéressants et convaincants, il reste encore beaucoup à faire pour établir un lien direct entre ces cycles astronomiques et les courants océaniques profonds. Certes, les chercheurs ont fourni une explication plausible aux lacunes observées dans les sédiments marins, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à approfondir. Toutefois, leur réussite est capitale pour l'ensemble de la communauté scientifique. Comprendre précisément le moment où ces grands cycles astronomiques se produisent et leurs effets sur la Terre pourrait s'avérer déterminant. Cela permettrait notamment de mieux distinguer les fluctuations climatiques d'origine naturelle de celles provoquées par l'activité humaine. L'étude de ces tourbillons océaniques apporte aussi de précieuses informations sur l'impact du changement climatique sur la circulation des eaux marines. C'est d'ailleurs ce qui rend cette découverte particulièrement importante, notamment en lien avec une menace majeure, l'éventuel effondrement de la circulation méridienne de retournement atlantique. Ce système de courants océaniques assure la redistribution des masses d'eau dans l'Atlantique, transportant les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud. Il joue ainsi un rôle clé dans la régulation thermique de la planète et dans l'apport de nutriments indispensables à la vie marine. Or, certains chercheurs redoutent un ralentissement, voire un arrêt de ce mécanisme, aux conséquences potentiellement désastreuses. Si cela devait se produire, les eaux de surface, riches en oxygène, ne se mêleraient plus aux eaux profondes, compromettant ainsi l'équilibre des océans. Pourtant, ce lien possible entre Mars et la Terre ouvre une perspective plus optimiste. Il suggère qu'un réchauffement climatique pourrait entraîner une intensification des courants océaniques profonds, empêchant ainsi les mers de stagner. Cela dit, cette hypothèse reste fragile. Les preuves manquent encore. Certains experts sceptiques rappellent que, bien que l'activité des tourbillons ait effectivement augmenté ces dernières décennies, les observations satellitaires montrent que leurs courants n'atteignent pas systématiquement les abysses et ne garantissent pas toujours une circulation efficace de l'eau. Pour l'heure, impossible de trancher. Seules les recherches futures permettront de savoir qui a raison. Comment vous préparez-vous pour un long voyage ? Vous recherchez probablement l'itinéraire sur Google Maps ou regardez un tutoriel sur YouTube. Ou peut-être demandez-vous à quelqu'un qui s'y est rendu récemment. Mais que faire si vous vous rendez dans un endroit où les humains n'ont jamais mis les pieds ? Oui, nous parlons de notre voisine, la planète rouge. La NASA prévoit une mission vers Mars pour la fin des années 2030 ou début 2040. C'est assez loin dans le futur. Alors pourquoi commencer à se préparer dès maintenant ? Eh bien, ce n'est pas aussi éloigné que vous ne le pensez. Les aspirants astronautes passent au moins 2 ans à s'entraîner juste pour sortir dans l'espace. Pour chaque heure qu'ils y passent, ils doivent passer 10 heures sous l'eau sur notre planète. Cette formation ne s'applique qu'aux sorties spatiales et à la Station spatiale internationale. Jusqu'à présent, quelques 600 personnes sont allées dans l'espace, mais les humains n'ont jamais posé le pied sur Mars. Voyager vers cette planète nécessitera un différent type de formation. Existe-t-il une région de la Terre qui s'apparente beaucoup à Mars ? Les astronautes des missions Apollo se sont entraînés dans le Nevada. C'est là que Neil Armstrong et ses camarades astronautes ont eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait la surface de la Lune. Mais Mars est bien différente de la Lune. Elle a une gravité conséquente et une atmosphère. À cet égard, elle ressemble plus à notre propre planète, à un certain pays en particulier, l'Islande. La NASA a utilisé cette île, située dans le grand nord de l'Europe, comme terrain d'essai pour sa mission Mars 2020. Non, la mission n'impliquait pas que des humains atterrissent sur la planète rouge. Juste le petit rover Perseverance, à la recherche de signes de vie. Mais ce robot haut de gamme avait toujours besoin de s'entraîner. Effectuons un petit test de notre propre crue. Comparez les paysages de Mars et de l'Islande. Avez-vous du mal à repérer la différence ? Bon, cela signifie que les scientifiques ont choisi le terrain d'entraînement idéal pour la prochaine mission habitée sur Mars. Une zone entièrement stérile et dépourvue de vie. C'est ainsi qu'un chercheur impliqué dans la mission a décrit l'Islande. Et cette description correspond parfaitement aux conditions que rencontreront les futurs astronautes sur Mars. Mais qu'a l'Islande de si spécial ? On y trouve des vallées qui ont été créées par des éruptions volcaniques. L'île est encore jeune en termes géologiques. Pour faire simple, elle est encore en formation. Des coulées de lave, de l'eau, des volcans, des vents violents. L'Islande ne manque de rien. Le surnom celle-ci est d'ailleurs le pays de la glace et du feu. La population de l'île est d'à peine plus de 350 000 habitants.
Pour comparaison, la ville de Cleveland dans l'Ohio a plus de résidents que tout le territoire islandais. Mais la taille n'est pas toujours importante. Vous vous rappelez de l'Euro 2016, lorsque l'Angleterre a perdu face l'Islande 2-1. Leurs joueurs sont devenus des stars du jour au lendemain, mais les Islandais sont plus proches des étoiles que vous ne le pensez. Le pays a sa propre agence spatiale, l'Iceland Space Agency. Et oui, vous avez bien entendu. À vrai dire, cette agence n'est en réalité composée que de 2 personnes qui tentent de promouvoir l'Islande comme analogue terrestre de la planète Mars. En bref, cela signifie que l'Islande ressemble beaucoup à la planète rouge. Le duo local voudrait pousser les scientifiques à choisir l'Islande comme terrain d'entraînement pour les futurs astronautes. Leur argument principal, c'est que ça revient moins cher. Envoyer des gens et du matériel dans l'espace est très coûteux, bien entendu. Si l'on en croit Elon Musk, chaque lancement de SpaceX coûterait environ 2 millions de dollars. C'est bien moins qu'un lancement typique de la NASA. Une grande partie de la recherche spatiale se déroule sur Terre. L'Antarctique est idéale pour étudier les terres froides et désolées de l'espace lointain. L'île d'Hawaï est parfaite pour explorer les tubes de lave et la composition des roches. Imaginez simplement la logistique nécessaire pour conduire des expériences dans ces 2 régions en même temps. C'est là qu'intervient l'Islande. Elle possède des environnements diversifiés qui sont relativement proches les uns des autres. Alors, que feront exactement en Islande les futurs astronautes destinés à la planète Mars? Pour répondre à cette question, remontons le temps. Le Nevada n'était pas le seul endroit que les astronautes de la NASA aient visité il y a plus d'un demi-siècle. Ils se sont également préparés à marcher sur la surface de la Lune en Islande. Leur objectif principal était de collecter des échantillons de roches. On peut en trouver principalement près des volcans et des champs de lave, or l'Islande en a beaucoup. Environ 60% du paysage local est rocheux et accidenté. Cela rend cette île, de la taille du Kentucky, comparable à une autre planète. Ajoutez à cela le fait que 80% de l'Islande soit inhabitée, et vous obtenez l'aire de jeu parfaite pour les futurs astronautes. Et il existe une autre similitude avec Mars. En été, le soleil semble ne jamais se coucher en Islande. Les Islandais font donc leur course à 3 heures du matin. En juin, par exemple, la nuit peut ne durer que 2 heures. Cela ressemble à une destination de rêve pour s'ébattre en plein air? Eh bien, pas vraiment. Qui voudrait faire la fête à une température glaciale de tout juste 5 degrés? C'est la température moyenne minimale en juin. Les futurs astronautes ont passé des semaines en Islande à essayer de s'adapter à ces conditions étranges. Cela les aide à se préparer pour les longues journées sur Mars. Et ce n'est pas qu'une figure de style, car les journées sur la planète rouge sont plus longues que les journées terrestres de 40 minutes. Ce n'est pas grand-chose si l'on considère la longueur des journées sur d'autres planètes. Sur Jupiter, une journée se termine en un peu moins de 10 heures, tandis qu'un jour sur Vénus équivaut à 243 jours terrestres. Mais atterrissons d'abord sur Mars avant d'envisager ces autres planètes, d'accord ? Que diriez-vous de faire un peu de calcul mental? Si un jour sur Mars est 40 minutes plus long que sur Terre, combien de temps dure une année martienne? Non. Je suis prêt à parier que vos calculs ne sont pas corrects. Vous aurez oublié de prendre en compte un détail important. La planète est plus éloignée du Soleil que la Terre. Cela signifie qu'une année martienne dure 687 jours, soit presque 2 fois plus longtemps qu'une année sur Terre. Désolé, futurs astronautes. Vous ne soufflerez vos bougies d'anniversaire une fois tous les 2 ans. Il y a un autre inconvénient avec la planète rouge. La température moyenne de la planète est de moins 60 degrés Fahrenheit. Cela fait du climat islandais un climat tropical en comparaison, n'est-ce pas? Malgré ces conditions météorologiques extrêmes, les scientifiques pensent que de l'eau a déjà coulé sur Mars. Et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est pourquoi les scientifiques de la NASA ont déposé le petit rover au beau milieu du cratère G0, qu'ils soupçonnent d'avoir été autrefois un lac. C'est là qu'il aurait le plus de chances de découvrir des traces de vie passée. Et si des formes de vie existaient encore sur Mars? Il semble que ce ne soit plus de la science-fiction. La planète possède des calottes polaires, tout comme la Terre. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent même avoir détecté des chutes de neige sur Mars. Son atmosphère est 100 fois plus mince que celle de notre planète. Ce n'est pas une bouffée d'air frais, mais ce n'est pas non plus aussi inhospitalière que d'autres planètes. Sur Vénus, il pleut de l'acide et la température y est suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. Et sur Jupiter, il y a des tempêtes gigantesques qui font rage pendant des siècles. De quoi vous faire retomber amoureux de notre chère planète bleue. Même l'Islande semble agréable à ce stade. Peut-être voudrez-vous même apprendre l'islandais? Si vous y parvenez, alors vous pourriez même vous intéresser au vieux norrois, la langue des Vikings.
et vous connaîtrez alors une centaine de mots pour désigner le vent. Cela vous sera utile, car la vitesse du vent sur l'île peut dépasser les 60 km/h. Une fois dehors, vous devez vous accrocher à une clôture ou à un panneau de signalisation pour ne pas perdre pied. Le climat de l'Irlande vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous y installer. Mais pour les astronautes qui se préparent à un autre monde, cet endroit est parfait. L'Islande est tout aussi impressionnante sous terre. À vrai dire, l'île pourrait détenir la clé permettant de soutenir la vie humaine sur Mars. La surface de cette planète n'est pas très accueillante. Son sol est caustique et empoisonné. Il peut facilement ronger une combinaison d'astronautes. Mais sous terre, les conditions de vie semblent plus tolérables. Et l'Islande offre un modèle préexistant de cette possible vie souterraine. Les tubes de lave. De longs tunnels creusés par la lave lorsqu'elle se ferait un chemin vers la surface. Ces corridors labyrinthiques sont de parfaits habitats humains. Et ils sont très économiques, puisque la nature les aura déjà conçus pour nous. Les futurs astronautes peuvent ainsi parcourir des tunnels de lave similaires en Islande. Et qui sait, un jour leurs pas prudents pourraient bien se transformer en bonds de géants pour l'humanité. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche ? Qui donc pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère ? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale. Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours ? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a 2 cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire, la tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde, mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science expérimente de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'orbiteur Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné. Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument ? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure, et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire. Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Themis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008. La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact. Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant ? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur. Tu aimes ces 2 cœurs à la surface de la planète rouge ?
Celui-ci est en fait le sommet d'une mésa souligné par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues, il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière, ou une dune, balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud. Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques, comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888. Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation. Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en collision, elles ont créé cette forme reconnaissable. Ne ressemble-t-elle pas à un colibri géant de l'espace ?
Quelque chose s'approche de la surface de la planète. Il s'agit d'une boule de feu qui se rapproche de plus en plus à une vitesse phénoménale. Bientôt, il devient évident que la collision est inévitable. Bam! L'impact laisse un énorme cratère. Il vaporise des milliers de kilomètres cubes de roches solides et il déclenche une série de terribles catastrophes naturelles. Oui, je sais ce que tu te dis. Tu crois que je parle de la collision cataclysmique qui s'est produite il y a environ 66 millions d'années sur Terre. Tu sais, celle qui est responsable de l'extinction de la plupart des dinosaures et des 3/4 des autres formes de vie du globe. Mais non, la catastrophe dont je parle s'est produite sur une autre planète. Les scientifiques pensent que notre prochaine voisine, Mars, a connu la même catastrophe que la Terre. Cela se serait passé il y a environ 3,4 milliards d'années. La collision d'un astéroïde pourrait ainsi avoir provoqué un méga tsunami sur la planète rouge, semblable à celui provoqué par l'impact de Chicxulub sur notre Terre. Les chercheurs ont identifié un cratère d'impact sur Mars qui a probablement été laissé par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec sa surface. Ce corps spatial s'est vraisemblablement écrasé dans un océan situé dans les basses terres du nord de la planète Mars. L'impact a été si puissant qu'il a provoqué un immense raz-de-marée. Avant les études les plus récentes, l'emplacement exact de ce cratère n'avait pas encore été vérifié. Il n'était que théorique. Pour le confirmer, une équipe d'astronomes a simulé l'impact d'une comète ou d'un astéroïde dans la zone où ils supposaient que se trouvait le cratère. Ils ont même baptisé celui-ci Pôle. Pôle mesure 109 km de diamètre et se trouve dans une région située à près de 120 mètres sous le niveau supposé de la mer. En tout état de cause, ces simulations ont généré plusieurs cratères de la même taille que Pôle. L'une de ces modélisations tend même à prouver que ce cratère aurait été laissé par un astéroïde de 8 km de large, qui aurait rencontré une forte résistance au sol. Une autre simulation a montré que le cratère pourrait avoir été causé par un astéroïde un peu plus petit et qui aurait rencontré une résistance au sol plus faible. Mais d'après les deux schémas, le cratère d'impact aurait eu un diamètre de près de 112 km. Et le méga tsunami provoqué par la collision se serait propagé jusqu'à 1450 km du point d'impact. Ces simulations ont également aidé les scientifiques à estimer la hauteur du tsunami. Il mesurait environ 250 mètres de haut, soit presque autant que la tour Eiffel. Les auteurs de cette étude suggèrent également que le cratère Pôle pourrait être similaire au cratère d'impact de Chicxulub sur notre planète. La météorite de Chicxulub, telle que nous la connaissons aujourd'hui, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre et il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. Cette collision a été si puissante qu'elle a laissé sa marque sur toute la surface de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait causé des méga-ondulations de la croûte terrestre dans l'actuelle région du centre de la Louisiane. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde aurait également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a arraché des sédiments du plancher océanique jusqu'à l'autre bout du monde. L'équipe scientifique a reconstitué les événements des 10 premières minutes suivant l'impact. Ce modèle a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus fortes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé une telle quantité d'eau qu'elle a généré une vague de presque 2 km de haut. C'est comme 2 Burj Khalifa, soit la plus haute construction du monde, empilés l'un sur l'autre. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide bien longtemps. L'océan s'est engouffré dans le cratère d'impact, mais ce faisant, il n'a fait que s'abattre sur ses rebords, ce qui a produit encore plus de vagues. Par la suite, des raz-de-marée de plus de 10 mètres de haut ont sillonné le monde à une vitesse d'1 mètre par seconde, frappant toutes les côtes sur leur passage. Imagine un immeuble de 3 étages qui se précipite sur toi. Il n'est pas étonnant que les vagues les plus importantes et les plus rapides se soient produites près de la zone d'impact, dans les eaux libres du golfe du Mexique. Celles-ci ont atteint une hauteur de plus de 100 mètres, soit davantage que la Statue de la Liberté, et se sont déplacées à une vitesse 10 fois supérieure à celle des vagues tsunami les plus éloignées. Mais revenons à la planète rouge. Certains experts pensent que ce n'est pas un, mais 2 méga-tsunamis qui auraient pu déchirer Mars.
Il pourrait avoir été déclenché par 2 impacts de météorites qui se seraient produits à plusieurs millions d'années d'intervalle. Entre ces 2 collisions, Mars a connu une période de changement climatique, en conséquence de quoi l'eau liquide à sa surface s'est transformée en glace. En d'autres termes, le premier impact d'astéroïde a probablement entraîné des vagues d'eau liquide. Quant au second tsunami, il aura probablement été constitué d'éclats de glace. Par ailleurs, le plus gros astéroïde à avoir jamais percuté la Terre ne serait peut-être pas celui qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Une collision beaucoup plus dévastatrice s'est probablement produite il y a environ 3,5 milliards d'années. De nouvelles preuves découvertes par les scientifiques dans le nord-ouest de l'Australie suggèrent que l'astéroïde dont nous parlons avait un diamètre de 20 à 30 km. Il aurait heurté la Terre à une vitesse phénoménale, libérant une inimaginable quantité d'énergie. Voilà qui prête à réflexion. Et si une chose pareille se produisait de nos jours ? Plus de 30 000 objets qui tournent autour de la Terre en ce moment même pourraient potentiellement s'écraser sur notre planète. La NASA considère qu'environ 1500 d'entre eux sont potentiellement dangereux. Ces roches spatiales sont les vestiges de la formation de notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ainsi, en 2004, des astronomes ont découvert un énorme astéroïde qui s'approchait de la Terre. Les premières observations ont montré que le risque que cette roche spatiale heurte notre planète était inférieur à 3%. Cet astéroïde a été baptisé Apophis. Il mesure plus de 365 mètres de diamètre et pèse environ 20 millions de tonnes. Il devrait traverser notre ciel le 13 avril 2029. Apophis passera à une distance de 30 000 km de la surface terrestre. Mais même si ce caillou manque notre planète en 2029, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas 15 ans plus tard, en 2036. Si un tel objet nous heurtait, les conséquences seraient imprévisibles. Elles pourraient aller de l'explosion des fenêtres alentour à la disparition de la plupart des formes de vie terrestres. Ah, et ça détraquera probablement Internet. Oui, cette dernière pensée est vraiment effrayante. Mais fort heureusement, nos technologies modernes peuvent nous aider à éviter ces conséquences dramatiques. Les experts ont mis au point plusieurs moyens d'éviter qu'un scénario catastrophe ne se concrétise. Tout d'abord, nous pourrions utiliser un engin spatial pour faire dévier de sa trajectoire ce visiteur venu de l'espace. On pourrait aussi le faire exploser en 1000 morceaux. Les scientifiques pourraient également ralentir l'astéroïde à l'aide d'une concentration de lumière solaire. Enfin, on pourrait probablement l'éloigner à l'aide d'un tracteur gravitationnel. Il s'agit, dans la théorie, d'un engin spatial capable d'influer sur des objets spatiaux sans les toucher. Dans les films de science-fiction, il arrive souvent qu'un énorme astéroïde s'approche en douce de la Terre et se révèle être une très mauvaise surprise pour les astronomes. Il se précipite sur notre planète à une vitesse vertigineuse et n'est découvert que quelques semaines, voire quelques jours, avant la collision. En réalité, les scientifiques surveillent en permanence tous les objets massifs qui se trouvent dans le voisinage de la Terre. Cela signifie qu'il y a suffisamment de temps pour réagir avant que l'inévitable ne se produise. Il existe 3 types de missions que les scientifiques pourraient échafauder à court terme. Le type 0, un engin spatial lourd qui se précipite vers l'intrus avec un seul objectif, le faire dévier de sa trajectoire. Dans un pareil cas, les astronomes doivent s'appuyer sur les informations déjà disponibles. La mission de type 1 implique une sorte d'éclaireur. Il serait d'abord envoyé pour obtenir des informations plus précises sur cette roche spatiale. Ce n'est qu'ensuite que l'engin principal serait lancé. Avec des informations plus détaillées, son voyage n'en sera que plus fructueux. Si les scientifiques choisissent la mission de type 2, ils enverront simultanément un éclaireur et un petit engin spatial. Ce dernier dévierait légèrement l'astéroïde de sa trajectoire et l'éclaireur recueillerait ensuite toutes les informations nécessaires. Sur la base de ces données, l'engin spatial terminerait son travail par une seconde poussée plus précise de l'astéroïde. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, on pourrait essayer de se réfugier sous terre ou même de construire des abris au fond de l'océan. Mais dans un pareil cas, il faudrait trouver des sources d'énergie qui nous permettent de survivre pendant au moins plusieurs décennies. En outre, il nous faudrait créer un système de survie capable de nous approvisionner en air et en eau douce.
Avons-nous découvert une nouvelle civilisation? S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars. Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés. Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes, mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ses pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ? Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge,
ils l'associaient à l'agressivité. C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète. Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que Sympa existera toujours? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années. La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire. Et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs. Mars est une planète aride, rocheuse et stérile. Il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où la planète rouge aurait pu avoir un paysage similaire au nôtre. Mais les scientifiques pensent que c'était le cas il y a des millions d'années et que Mars abritait alors de vastes océans d'eau liquide. Début 2021, la NASA a envoyé son rover le plus avancé sur la planète rouge. Sa mission est de rechercher tous les signes de vie microbienne qui puissent suggérer le passé de cette planète. Ils ont nommé le rover Persévérance, ou Percy pour faire court. Même l'atterrissage initial de Percy sur Mars a été une avancée scientifique. Le rover s'est posé en utilisant l'autonavigation ainsi que des caméras embarquées pour suivre la surface de la planète et trouver l'endroit idéal pour se poser. Cela aide les scientifiques à déterminer les meilleures options d'atterrissage pour les futures missions sur Mars. Percy parcourt actuellement la planète rouge, guidé par un nouveau système d'autonavigation très avancé. Il passe la majeure partie de ses journées à analyser les formations rocheuses. Percy est équipé d'un laser de pointe qui tire un minuscule rayon dans les roches. Le laser crée un plasma à partir des échantillons rocheux. Ensuite, le spectrographe embarqué de Percy analyse le plasma pour identifier la composition chimique de la roche. Deux des découvertes les plus importantes de Percy jusqu'à présent sont des roches qui ont été surnommées Maz et Yigo. Ces mots viennent du dialecte navajo en hommage à un ingénieur de la NASA de la tribu amérindienne des Navajos. Maz signifie Mars et Yigo signifie diligent. Ces deux roches ont une composition semblable à celle du sel, ce qui signifie que ce sont des roches ignées.
Si tu n'es pas familier avec les espèces de roches, sache que le terme igné signifie que la roche a été formée à partir d'une éruption volcanique. La forme actuelle de Maz et Yggo suggère qu'elles ont été moulées par un environnement aqueux. Cela pourrait être la preuve que Mars était autrefois rempli d'eau. Une autre chose intéressante découverte récemment a été surnommée Arbor Seal, autrement dit le phoque. Il s'agit d'une roche sombre et lisse qui, selon les scientifiques, a été sculptée par de puissants vents du nord-ouest et qui ressemble à cet animal marin 6 joueurs. Depuis des décennies, les scientifiques ont émis des théories sur les vents et les conditions météorologiques sur Mars. Cette découverte semble confirmer leur modélisation météorologique actuelle de la planète. Percy a renvoyé plus de 20 000 images depuis son arrivée sur Mars en février, y compris un selfie qui a mis Internet en émoi. Des fichiers audio ont également été envoyés depuis la mission sur Mars. Pour la toute première fois, nous pouvons écouter les sons ambiants sinistres des vents extraterrestres sur le paysage martien. Tout cela grâce au microphone embarqué du rover. Pour la toute première fois également, de l'oxygène a été produit à l'aide de la technologie humaine sur une autre planète. À l'intérieur de Percy se trouve une boîte plaquée d'or de la même taille qu'une batterie de voiture. C'est l'unité MOXIE. MOXIE est l'acronyme de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Oui, c'est un peu long à dire. L'atmosphère de Mars est composée à 95% de dioxyde de carbone. L'unité MOXIE diffuse le dioxyde de carbone et grâce à un processus chimique complexe, le transforme en oxygène. L'unité a produit une quantité modeste, mais tout de même historique, de 5 grammes d'oxygène. Cela équivaut à environ 10 minutes d'air respirable. C'est aussi un bon signe en vue de ce que l'on pourrait faire à l'avenir. Qui sait, peut-être qu'un jour MOXIE pourra produire suffisamment d'oxygène pour alimenter une colonie humaine sur Mars. Pour l'instant, les scientifiques se concentrent davantage sur le fait que MOXIE produise suffisamment d'oxygène pour créer du carburant pour fusée. Pour propulser un vaisseau spatial moderne de taille standard sur Mars, il faudrait 7 tonnes de carburant pour fusée et 25 tonnes d'oxygène. Ce serait bien trop lourd pour qu'un vaisseau spatial puisse les apporter depuis la Terre. Donc, s'il doit y avoir un jour une mission habitée vers et depuis Mars, il doit y avoir un moyen de créer du carburant sur la planète. Pour ceux qui s'inquiètent de la solitude de Percy, il a en fait un compagnon spécial avec lui. Rangé à l'intérieur du rover lors de sa descente vers Mars, il y avait un petit hélicoptère coûteux nommé Ingenuity, mais appelons-le Genie pour faire court. Le développement de ce mini-hélicoptère a coûté 80 millions de dollars à la NASA. Mais chaque centime en a valu la peine, car Genie est entré dans l'histoire en effectuant le premier vol de drone motorisé sur un autre monde. Genie a été un exploit scientifique, car les ingénieurs ont d'abord lutté pour concevoir un hélicoptère assez petit pour être rangé dans un rover interplanétaire, mais assez puissant pour s'envoler depuis une autre planète. Après le succès de Genie, les scientifiques collectent maintenant les données de cet hélicoptère unique en son genre pour aider à la conception de micro-drones intelligents ici sur Terre. L'hélicoptère est utilisé pour explorer les terrains qui ne conviennent pas au rover. Genie plane au-dessus du paysage martien afin de collecter des données et prendre des photos aériennes à renvoyer sur Terre. Genie est alimenté par des panneaux solaires situés au-dessus des pales du rotor. Les scientifiques craignaient que les panneaux ne soient recouverts d'une épaisse couche de poussière martienne et que l'hélicoptère ne soit plus alimenté. Heureusement, le flux d'air provenant des pales nettoie automatiquement les panneaux solaires de Genie. À l'intérieur de ces mécanismes, Genie transporte un petit morceau de tissu de la taille d'un timbre-poste provenant de l'avion historique de 1903 des frères Wright. C'est un hommage aux pionniers de l'aviation. Le rover Curiosity a atterri pour la première fois sur Mars en 2012 et erre sur la planète rouge depuis plus de 12 ans. Curiosity n'a pas été conçu pour détecter la vie comme l'a été Perseverance, mais plutôt pour déterminer si Mars possède les éléments nécessaires au développement de la vie. Cela comprend des éléments comme de l'eau liquide, du carbone et des sources d'énergie. Curiosity a trouvé un site que les scientifiques ont appelé la baie de Yellowknife. Ce site abritait autrefois un lac. Le rover a découvert des minéraux laissés par les eaux, montrant que l'eau du lac n'était ni trop acide ni trop salée. Elle aurait eu un pH équilibré. Du carbone, de l'azote et d'autres éléments qui pourraient potentiellement soutenir la vie ont tous été trouvés dans le cratère de l'ancien lac. Et le plus important, c'est que Curiosity a trouvé des sources d'énergie potentielles pour la vie microbienne. Alors peut-être qu'il pourrait bien y avoir une vie sur Mars après tout. Curiosity est entré dans l'histoire en étant le premier rover martien à être témoin et à mesurer une tempête de poussière à l'échelle planétaire. Tout comme sur Terre, le vent souffle constamment sur Mars et érode les couches géologiques.
Cela crée beaucoup de poussière qui finit par former de gros nuages. Les nuages de poussière absorbent la lumière du soleil et se réchauffent, ce qui rend les vents plus intenses. Sans pluie ni océan, les nuages deviennent parfois si gros qu'ils enveloppent toute la planète et créent une tempête de poussière géante. En 2018, Curiosity a assisté à l'une de ces grandes tempêtes depuis la surface martienne. Il a constaté que la lumière du soleil sur la planète avait diminué de 97% et que de nombreuses grandes dunes de sable avaient été laissées derrière lui. Curiosity a passé plus de 10 ans à mesurer les radiations de l'environnement martien. Cela permet aux scientifiques de déterminer si les humains peuvent visiter la planète rouge en toute sécurité sans être irradiés. Jusqu'à présent, les nouvelles sont encourageantes et les niveaux de radiation de Mars sont comparables à ceux que connaissent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Cela signifie que les astronautes pourraient endurer un aller-retour de longue durée sans avoir à trop s'inquiéter des radiations. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons. Ce volcan géant mesure 22,5 km de haut, soit environ 2,5 fois la taille du mont Everest. Le volcan s'est formé il y a des millions d'années, à une époque où Mars était rempli d'innombrables volcans, crachant de la lave en fusion sur la surface de la planète. Olympus Mons est un volcan bouclier, donc plutôt que de cracher violemment de la lave et des flammes dans les airs, la lave s'écoulait lentement le long des parois du volcan. C'est ce qui lui donne son aspect bas et trapu et une pente moyenne de seulement 5%. Âgé de seulement quelques millions d'années, Olympus Mons est encore un volcan assez jeune. Pour cette raison, les scientifiques pensent qu'il pourrait potentiellement être encore actif. Il pourrait donc entrer en éruption à un moment donné dans le futur. Le rover Curiosity ne se contente pas d'observer la géologie locale, il prend aussi note de ce qui se passe dans le ciel. En mars 2021, il a capturé ces couleurs chatoyantes et iridescentes dans le ciel, appelées nuages nacrés. Ce phénomène coloré se produit généralement peu de temps après la formation des nuages, lorsque toutes les particules du nuage ont une taille presque identique.